Alors, j'ai étudié hier dans mon autre chaîne YouTube qui s'appelle Astro Fast Food. J'ai étudié comment euh, les gens qui s'intéressent à la métacognition, comme Elisabeth qui anime une chaîne YouTube qui s'appelle Méta de choc, elle analyse le New Age en général et plus spécifiquement le domaine que moi je connais, que sont les soins énergétiques. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elle a commencé sa chaîne, puisque vous pouvez voir que les épisodes 1 sont consacrés d'abord à ces sujets, puisqu'elle a son parcours, hein, c'est qu'elle a été New Age elle-même, elle s'est fait avoir par ces choses-là, et puis elle en est revenue et elle a compris qu'il y avait une supercherie. La seule chose, c'est que la supercherie, elle ne la voit pas totalement là où elle est. C'est-à-dire qu'elle a tendance à... Bon, on est d'accord pour dire que dans ce milieu New Age, il y a une grosse supercherie, mais celle qu'elle pointe, à mon avis, c'est pas la bonne. Alors, j'ai abordé ce sujet-là dans mon autre chaîne qui étudie le louche, hein, comment les entités de l'astral, pourvu qu'on croit à ces choses-là, bien sûr, euh, nous poussent à produire du louche. Et là, je vais l'aborder sous un autre angle, qui est le côté épistémologique. C'est-à-dire, bon, bien sûr que je peux parler, enfin, le côté production de louche existe aussi, et une épistémologie qui s'intéresse à la spiritualité, à mon avis, ne peut pas ne pas prendre en compte cette dimension, à savoir l'existence d'un vampirisme énergétique. Parce que l'épistémologie doit s'intéresser à tout ce qui existe. On ne peut pas dire, ah, ce sujet-là n'est pas épistémologique. L'épistémologie, c'est l'art de créer, de valider des savoirs. Comment est-ce qu'on considère qu'un savoir est valide? Alors, en général, jusqu'à maintenant, l'épistémologie ne se consacrait qu'à la science, puisqu'on a tendance à considérer que la science serait le seul savoir possible, le seul savoir légitime, mais je m'attache à démontrer que ce n'est pas du tout le cas. Il y a plein de domaines qui ne sont pas, qu'on ne peut pas étudier scientifiquement, et donc c'est pas parce qu'on ne peut pas les étudier scientifiquement qu'il faut les laisser en jachère, c'est-à-dire sans réfléchir. Tous ces sujets, comme justement les chakras, les corps subtils, ne sont pas en l'état actuel de la science. Enfin, on ne peut pas les valider, même les étudier scientifiquement. Alors, vous voyez que si on décrétait qu'il n'y a que la science qui soit un type de savoir valide, eh bien, on laisse tout un tas d'autres savoirs en liberté, c'est-à-dire dans la jungle, avec tous les risques que ça comporte, et les dérives, telles que la dérive New Age. En fait, il n'y a pas que le savoir. Cette idée qu'il y aurait que le savoir, qu'il n'y aurait que le savoir scientifique est erronée. Il y a plein de domaines qui ne ressortissent pas du savoir scientifique et qu'il faut quand même réfléchir, dont il faut réfléchir de la pertinence. Comment est-ce qu'on crée des savoirs qui soient honnêtes, entre guillemets, et d'autres savoirs qui sont trompeurs. Alors, elle énonce dans sa chaîne Méta de choc toutes les dérives New Age, hein, qui existent, où les gens prétendent avoir des pouvoirs, et enfin des gens qui font du soin énergétique notamment prétendent avoir des pouvoirs, où elle dénonce des concepts comme la notion de loi d'attraction, de pensée positive, et je suis totalement d'accord avec ce qu'elle dit, hein. Tout ça n'existe pas, c'est de la foutaise, ce sont des concepts inventés, qui n'ont jamais été démontrés, mais il ne faut pas pour autant, elle tombe dans le travers de dire, par exemple, elle dit, par exemple, sa capsule sur les soins énergétiques, elle dit la chose suivante: si vous allez voir un praticien en soins énergétiques, demandez-lui de passer un test, et s'il ne le passe pas, s'il ne le réussit pas, considérez qu'il est un charlatan. Alors, j'ai expliqué sur l'autre chaîne que c'est complètement absurde ce qu'elle dit, parce que, en
gros, elle part de choses fausses et elle voudrait que les gens sérieux prouvent qu'ils sont capables de faire des choses fausses. Ça n'a pas de sens, vous voyez. Les charlatans qui vendent des formations dans le domaine des soins énergétiques font croire que le soin énergétique, ce serait de posséder un fluide, un peu au sens de, où Mesmer l'entendait, un fluide guérissant. Mais ça n'existe pas. Alors donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle dit, si vous allez voir un praticien en soins énergétiques, demandez-lui de vous prouver qu'il a un fluide guérissant, et s'il ne peut pas vous le prouver, considérez qu'il est incompétent. Alors, c'est absurde comme raisonnement, parce que ce fluide, enfin, les praticiens en soins énergétiques qui sont efficaces, ça ne passe pas par un soin, par un fluide guérissant, même si eux le croient. Parce que souvent, il y a des choses qu'on sait faire, mais on ne sait pas comment on les fait. C'est justement ce qui fait l'objet de ma chaîne ici, de cette chaîne que je suis en train de créer, c'est d'expliquer ce qui se passe. Parce que c'est vrai que si les gens, même les praticiens en soins énergétiques, ou ce qu'on appelait autrefois les magnétiseurs, les rebouteux, croyaient qu'ils avaient un fluide. Alors on leur dit parfois, entraînez-vous avec une pomme, je ne sais pas quoi, magnétisez la pomme et vous verrez, alors je ne sais plus qu'est-ce qu'on doit faire, elle doit ne pas pourrir, comme si... Bon, enfin, pourquoi pas, hein, moi je ne sais pas si c'est possible, parce que je n'ai jamais fait, puis ça ne m'intéresse pas. D'abord pourrir, enfin bon, on peut modifier. Moi, j'ai par exemple je ne sais pas pourquoi, j'ai une capacité à faire que les fleurs fanent sans fan tout droit. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer. Vous voyez, on les met dans un vase, les fleurs qu'on met dans un vase, c'est-à-dire coupées, eh bien, normalement, quand elles fanent, elles fléchissent, vous voyez, elles se courbent, et moi, elles restent toutes droites. Alors les gens me disent toujours, mais il n'y a que chez toi que ça arrive. Alors vous voyez, mais je ne le fais pas exprès. C'est pas un truc parce que je mettrai mes mains. C'est peut-être une énergie que je dégage, je veux bien, mais voilà, je ne fais pas exprès. Mais ça ne les empêche pas de faner, vous voyez. Donc l'idée qu'une pomme devrait ne pas pourrir grâce au magnétisme, je ne sais pas d'où ça sort. Bon, si on veut empêcher les pommes de pourrir, pourquoi pas, mais enfin, il me semble que le processus chimique de pourrissement est un processus naturel, bon, pourquoi l'empêcher? Enfin bon, si les magnétiseurs sont capables de faire ça, alors effectivement, ils pourraient presque momifier, hein, puisque je crois qu'il y a des techniques de momification qui existent. Alors, finalement, pourquoi pas utiliser les magnétiseurs? Enfin, si certains savent le faire, mais moi, je ne sais pas faire ça, je n'ai jamais cherché à faire ça. Moi, les soins énergétiques que je fais ne reposent pas du tout sur un fluide ou guérissant. Alors, j'ai expliqué hier comment je travaille, ça ressemble beaucoup plus à une activation de mémoire, ce qui est très différent. Alors, mais il y a beaucoup de choses qu'on fait sans savoir pourquoi et comment on les fait, et même qu'est-ce qui se passe. Alors, mais il n'y a pas que dans ce domaine, il y a plein de domaines. Tiens, prenons quelqu'un qui a le sens de l'humour. Est-ce que vous croyez qu'il a étudié les arcanes de l'humour pour savoir faire rire? Il ne sait pas comment il fait, il le fait naturellement. Il y a plein de domaines. Alors que la musique, c'est pareil, il y a des gens qui sont musiciens d'oreille, ils ne savent pas comment ils font, ils ne peuvent pas vous expliquer par quel processus ils arrivent à jouer d'oreille. Il y a des gens qui ont des belles voix, ils ne peuvent pas vous expliquer comment ça marche, le fait de savoir placer sa voix, mais ils savent le faire. Donc, dans ces domaines du soin énergétique, la manière dont on forme les gens, d'ailleurs, c'est pas du tout, c'est rarement de leur enseigner des techniques, mais c'est plutôt de leur apprendre à écouter des choses, des, à écouter des énergies subtiles. Vous voyez, mais c'est pas d'avoir un fluide. Par exemple, prenons la fasciathérapie. Moi, j'ai fait une formation à la fasciathérapie. C'est pas du tout un fluide. Hein. C'est tout simplement poser ses mains et se rendre attentif à un certain type d'énergie, parce qu'il y a plusieurs types d'énergie. Et on vous initie à devenir sensible à ce type d'énergie et à savoir l'écouter. Et quand on sait l'écouter, il y a un phénomène guérissant qui ne vient pas d'un fluide, mais qui vient de l'écoute. Alors, j'ai une théorie pour l'expliquer, mais je ne sais même pas si elle est vraie. C'est une théorie qui me satisfait et qui, mais là encore, elle n'est pas validée scientifiquement. Je ne sais pas si ça a un intérêt de la faire valider scientifiquement, parce que là encore, ce qu'on utilise, c'est plus des outils que enfin, c'est pas des validations qu'on cherche, nous, c'est des outils efficaces. Par exemple,
Alors, je donne souvent cet exemple. Quand les anciens utilisaient des bateaux à voile pour traverser les océans, ils ne cherchaient pas à valider scientifiquement le bateau, l'efficacité de la voile. Vous voyez, c'est un outil dont on se sert, on apprend intuitivement à savoir gérer le vent. Bon, il y a aussi une transmission de savoir, mais on n'a jamais cherché à prouver scientifiquement enfin, vous voyez, le métier de la voile, ça n'a pas de sens, c'est idiot. Enfin, personne, enfin, ce serait cette espèce de croyance qu'il faudrait tout valider scientifiquement, c'est absolument idiot. Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire dans certains domaines, mais il y a des domaines de... Bon, alors j'ai demandé à l'intelligence artificielle parce que, voilà, c'est difficile d'expliquer pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de nécessité de demander à la science de euh, nous prouver scientifiquement que euh, les chakras sont... Enfin, de valider scientifiquement les chakras. J'ai expliqué hier, mais je vais le réexpliquer, que les chakras, c'est comme une cartographie, c'est ce qu'on appelle une cartographie. Souvent, on dit que la carte n'est pas le territoire. C'est-à-dire que la carte routière, ce n'est pas la route elle-même. Quelqu'un qui irait voir un scientifique en disant Monsieur le scientifique, pouvez-vous me prouver que cette carte me l'a validée scientifiquement? Mais qu'est-ce que ça voudrait dire, la validité scientifiquement? Il faudrait regarder si vous la donnez à 10 personnes et si elles arrivent à, bon, à trouver leur route. Ça n'a pas de sens. Enfin, vous voyez, bon. Alors, j'ai posé la question à l'intelligence artificielle parce que je ne sais même pas comment y répondre. Alors, voilà ce qu'elle me répond. Alors, attendez, je suis en train de chercher, oui. Où est-ce que ça commence? Alors, comme souvent, quand je parle moi-même, les gens me disent toujours, c'est mieux si c'est que toi qui parles de vive voix, mais moi, je ne suis pas un comédien. Je n'ai pas appris à parler. Par exemple, si je prends la dame Elisabeth, qui parle dans Méta de choc, elle a une voix très linéaire, très... On pourrait penser qu'elle a fait des études de théâtre ou de comédie. Elle parle d'une manière très très posée, mais moi je n'ai pas ça, je n'ai pas une voix comme ça. Et je ne suis pas sûr que m'écouter soit si agréable que ça. Alors je pense que souvent, il est bien plus intéressant. Je trouve que les voix enregistrées sont bien mieux. Et c'est ce que je vais faire là, parce qu'en tout cas, on va beaucoup plus vite à l'essentiel. Moi, j'hésite beaucoup. Enfin bon, je ne suis pas un professionnel de la diction. Et donc, quand les gens me disent, mais c'est bien mieux si c'est toi qui parles, moi je ne suis pas sûr. Alors là, je vais vous proposer justement, plutôt que de vous dire dans mes propres mots, à ma manière, pourquoi il me semble que ça n'a aucun sens de demander à ce que les schémas, les cartographies que l'on construit pour se repérer dans le monde devraient être validés scientifiquement. Je ne sais même pas pourquoi, je ne sais pas quoi donner comme réponse. Alors j'ai demandé à l'intelligence artificielle et j'ai demandé, et j'ai enregistré ce qu'elle dit. Alors voilà ce qu'elle répond. Qu'est-ce qui fait qu'un dispositif, un schéma, un protocole ou une partition devient scientifique? Et surtout, est-ce que le simple fait de satisfaire les critères formels de la science suffit à conférer un statut scientifique? Ma réponse courte, non, et ton intuition est juste. Mais allons plus loin, parce que la nuance est passionnante. 1. Les critères classiques. Nécessaires mais pas suffisants. Les 4 critères que tu cites, mesurabilité, reproductibilité, transmissibilité, réfutabilité, sont effectivement des conditions nécessaires pour qu'un énoncé ou un protocole soit scientifique. Mais ce sont des critères méthodologiques, pas des critères ontologiques. Alors voilà, donc elle commence par dire que ce ne sont pas des critères ontologiques. Alors je suis très surpris parce que l'ontologie, ça ne relève pas de la science, ça relève de la philosophie. Vous voyez, donc c'est très. Dès le début, on commence à dire qu'un schéma, hein, parce que bon, en fait, en épistémologie, on est d'accord pour dire qu'il y a 4 critères fondamentaux pour définir si quelque chose, une expérience ou une théorie est scientifique. Il faut qu'elle réponde à 4 critères
que ce soit mesurable, parce que la science a besoin de mesurer, elle ne peut pas passer outre la mesure, que ce soit reproductible, qu'on puisse le reproduire facilement, que ce soit transmissible, qu'on puisse le transmettre facilement, et que ce soit aussi réfutable, c'est que ça accepte la critique. Et que s'il y a une erreur, la science, normalement, est capable de reconnaître ses erreurs, contrairement à la psychanalyse, par exemple. Vous savez que quand vous discutez avec un psychanalyste, en général, il va toujours vous prouver, retomber sur ses pattes comme un chat. Même si vous lui prouvez qu'il a tort, il a toujours un argument pour vous prouver qu'il n'avait pas tort, en recourant par exemple à la notion d'inconscient. Hein. Si vous lui dites non, non, j'avais pas du tout l'intention de faire ceci ou cela, il va dire oui, mais tu crois que tu n'avais pas l'intention. Mais en fait, dans ton inconscient, sans que tu le saches toi-même, tu en avais quand même l'intention. Alors avec ce recours à l'intention, on peut faire tout dire. Hein, on peut... Bon, alors c'est pour ça que la psychanalyse n'est pas scientifique, parce qu'elle n'est pas réfutable. Vous voyez, dès que vous dites à quelqu'un euh, que vous n'êtes pas d'accord, eh bien il a toujours l'argument de la science, de l'inconscient pour vous dire que vous croyez savoir, mais vous ne savez pas. Donc, avec des arguments comme ça, on ne peut plus faire de la science. Hein. Voilà. Alors, ce qu'elle dit, l'intelligence artificielle, c'est que finalement, même si on a un schéma, il répond tout à fait à ces 4 critères. Hein. Si je vous fais un schéma comme une carte routière, la carte routière répond bien à ces 4 critères. C'est mesurable, on peut mesurer, par exemple, une carte routière se fait à une certaine échelle, c'est donc mesurable, on peut la reproduire autant qu'on veut, on fait des photocopies, on peut la transmettre, hein, et elle est falsifiable, c'est qu'on peut très bien dire non, là regarde, t'as fait une erreur, tu vois la route, elle passe pas comme ça, elle passe comme ça, et la personne ne va pas dire ah non, c'est ton inconscient qui voit l'erreur, oui. Bon, ben, elle va dire oui, effectivement, on a fait une petite erreur là, on va la corriger. Donc voilà, donc ça répond. Et est-ce que pour autant la carte est scientifique? Ça veut rien dire en fait ça. Vous voyez, c'est pas parce qu'une carte n'est pas en soi scientifique. Donc voilà, c'est ça la question que je lui posais. Alors elle répond que c'est effectivement hein, que c'est difficile de dire qu'une carte ou un schéma est scientifique parce que même s'il répond aux critères de la science, de la scientificité, parce que, bon, mais en même temps, c'est complexe d'expliquer pourquoi c'est pas vraiment scientifique. Alors donc je lui laisse continuer. Hein. Elle dit que c'est ontologique et pas scientifique, hein, et pas méthodologique. Oui, parce qu'en fait, l'épistémologie, ce qui fait qu'on définit la science, c'est que c'est une méthode. C'est une méthode pour vérifier les connaissances. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, l'intérêt de la science, c'est qu'elle propose une méthode pour vérifier si c'est vrai. Mais vrai, ça veut dire quoi vrai en fait? Parce que est-ce que la carte routière, en gros, la carte routière n'est pas la réalité. Hein, ce qui est vrai, c'est que grâce à la carte routière, on peut se, quand on part en voiture, si on regarde la carte routière, on arrive à se débrouiller pour arriver à destination. Voilà. Sans faire des détours et ouais, bon. Voilà, c'est ça. Alors la méthode scientifique va servir à savoir si la carte est vraiment adaptée, pratique. Vous voyez, bon, mais c'est donc une méthode. Mais en soi, oui, c'est difficile de dire. Alors, je laisse en soi le fait. Quand on dit par exemple les partitions, la partition musicale, est-ce qu'elle est validée scientifiquement? Ça ne veut rien dire. Parce que d'abord, on sait très bien qu'on peut écrire une partition en clé de Fa, en clé de Sol, il y a plusieurs clés, mais on aurait pu aussi décider que les notes soient autrement. Enfin, vous voyez, donc c'est. Alors, c'est vraiment compliqué de savoir si. Enfin, parler de scientifique à ce propos, ça me semble assez erroné. Mais alors, quand on part sur les chakras, les corps subtils, nous demander à ce que prouver l'existence des chakras, mais ça n'a pas de sens, puisque la cartographie des chakras, c'est comme une carte routière. Ce n'est pas que les chakras existent, c'est que on a besoin de se donner une représentation du corps qui soit simple et qui permette de percevoir certaines choses qui relèvent de ce qu'on appelle l'énergétique. Eh bien, les chakras, c'est seulement une carte, comme une carte routière, c'est une cartographie.
Mais la cartographie, on n'a pas besoin de la prouver scientifiquement. Enfin, où c'est difficile. Alors voilà, bon, je laisse l'intelligence répondre, vous allez voir ce qu'elle répond. Moi, je ne saurais pas répondre comme ça. Bon. Finissent comment on doit travailler pour produire du savoir scientifique. Ils ne définissent pas ce qu'est un objet scientifique. Une partition musicale peut être transmissible, on peut la lire, la partager. Reproductible, on peut la rejouer. Mesurable, hauteur, durée, intensité. Falsifiable, on peut corriger une note, proposer une autre version. Et pourtant, elle n'est pas une théorie scientifique, parce qu'elle ne vise pas à produire un savoir sur le réel, mais à produire une expérience esthétique. 2. Pourquoi une partition n'est pas scientifique malgré les critères? Parce que la science n'est pas définie par ses outils, mais par son intention épistémique. Une partition ne cherche pas à décrire le monde, ne cherche pas à expliquer un phénomène, ne cherche pas à prédire un événement, ne cherche pas à tester une hypothèse. Elle est un artefact normatif. Elle prescrit une action, jouer telle note à tel moment. Elle ne décrit pas un fait. Même si elle est mesurable et reproductible, elle ne s'inscrit pas dans le champ de la connaissance empirique. C'est exactement comme un plan d'architecte, mesurable, transmissible, reproductible, modifiable, mais pas scientifique. 3. Ce qui manque. L'intention explicative et la relation au réel. Pour qu'un schéma devienne scientifique, il faut qu'il soit ancré dans une hypothèse sur le réel, orienté vers la compréhension d'un phénomène, testable empiriquement, inscrit dans un cadre théorique. Un schéma de biologie, par exemple, n'est pas scientifique parce qu'il est un schéma, mais parce qu'il représente un modèle explicatif, la cellule, la mitose, la photosynthèse. Un schéma de workflow, un diagramme UML, une partition, un plan de montage ne deviennent pas scientifiques simplement parce qu'ils sont rigoureux. 4. Le point subtil, la confusion entre scientifique et formalisé. Tu touches à un excès très répandu. Confondre la scientificité avec la formalisation. Beaucoup de domaines non scientifiques utilisent des mesures, des protocoles, des schémas, des notations, des standards de reproductibilité. Mais cela ne les rend pas scientifiques. Cela les rend structurés. La science n'est pas la seule discipline à être rigoureuse. 5. La vraie question. Que cherche à faire le schéma? C'est là que tout se joue. Un schéma peut être scientifique, modéliser un phénomène. Réel. Technique, décrire un processus. Artistique, partition. Pédagogique, organiser une idée. Philosophique, cartographier un concept. Métaphorique, représenter une dynamique intérieure. Ce n'est pas sa forme qui détermine sa nature, mais son intention et son rapport au réel. 6. Et dans ton cas, Florian, tu es en train de construire des schémas qui modélisent des phénomènes subtils, organisent des expériences vécues, cherchent une cohérence phénoménologique, visent la transmissibilité pédagogique, mais ne prétendent pas décrire un phénomène physique mesurable. Voilà, donc ça, c'est l'essentiel, c'est que moi, je ne prétends pas décrire un phénomène physique mesurable. Quand je parle de mes chakras, quand j'explique que les chakras sont des mémoires, quand j'explique que quand on fait des soins énergétiques et qu'on touche la personne, enfin, on touche la personne, on ne touche pas la personne, hein, en général, on reste à 10 cm de la personne, et là, on sent des choses dans son corps. On ne prétend pas sentir des choses de la personne. Hein. C'est ça qui est important, parce que souvent, donc on n'a pas à prouver qu'on sent bien la personne. Ce qu'on sent, c'est la résonance du corps de la personne avec le nôtre. Vous voyez, donc c'est pas pareil. Dans l'idée du fluide magnétique, vous savez, vous enverriez, alors voilà, le corps de la personne, c'est cette tasse, puis ma main est là, puis j'enverrai avec ma main un fluide. Alors ça c'est... Alors, bien sûr qu'à une époque, les gens ont cru à ça. Hein. Donc ils ont cru à ça parce qu'ils ne savaient pas comment l'expliquer. Bon, mais la science a toujours été comme ça, même la science fait comme ça. À une époque, la science a proposé une théorie de... Alors je ne sais pas, dans tous les domaines, elle a pu... Prenons un exemple qui est vraiment à la mode, enfin qui est vraiment actuel. Depuis 40 ans, on nous dit que
le cerveau serait réparti en zones. Vous avez, tiens, il va falloir que je trouve une photo pour l'illustrer. En zones, hein, et on pense que, et on défend, la science défend l'idée que ces zones du cerveau seraient réelles. Eh bien aujourd'hui, il y a des scientifiques qui pensent que cette cartographie, cette vision du monde, que pourtant, qui nous est vendue depuis 40 ans, serait finalement fausse. Est-ce qu'on va dire, puisque ça fait 40 ans que la science se trompe, maintenant qu'on sait qu'elle est fausse, il faut jeter toute la neurologie? Non, on ne va pas dire ça. On sait que la science, elle avance en proposant des modèles, des hypothèses, des modélisations, on appelle ça, et que ces modélisations peuvent s'avérer un jour totalement fausses. Mais c'est pas parce qu'elles sont totalement fausses qu'elles ne nous ont pas aidés à faire des recherches. Vous voyez, toutes les recherches qui sont faites sur l'imagerie sont faites à partir de ce modèle qui, apparemment, ils sont en train de découvrir qu'il serait faux. Parce que c'est un autre modèle qu'il faut adopter. Mais c'est pas parce qu'il est faux qu'on n'a pas pu faire des recherches grâce à lui pendant 40 ans. C'est quand même extraordinaire. Alors, voilà ce à quoi s'intéresse l'épistémologie. Vous voyez, l'épistémologie s'intéresse à ça. C'est-à-dire de comprendre pourquoi, alors même que une notion était fausse, elle a quand même pu aider la recherche. Eh bien, il en est de même. Je dirais ce que je veux dire. Si dans la théorie des chakras et des corps subtils, on est confronté à la même chose. À une époque, certes, alors fin 19e siècle, ça fait quand même 140 ans, on a cru que c'était un fluide magnétique. Alors, des gens ont défendu cette conception, mais depuis, la science prouve que ce n'est pas du tout ça, puisqu'effectivement, quand ils testent la chose, eh bien, ils s'aperçoivent que ça ne marche pas. Ce fameux euh, fluide magnétique supposé s'avère une illusion. Ça, c'est tout à fait normal. Hein. C'est pas parce que si il s'avère que c'est une illusion, c'est pas parce que le domaine en question n'existerait pas. C'est tout simplement qu'on ne sait pas comment se représenter la chose. Voilà. Mais voilà, donc il faut arrêter de dire. Enfin, en gros, si la science a le droit de se tromper, de faire des erreurs, eh bien, de même, les autres disciplines doivent avoir, même quand elles ne sont pas scientifiques, doivent avoir le même droit, la même tolérance. On ne peut pas dire à la science, on doit accorder la tolérance qu'elle évolue, qu'elle fait des hypothèses, qu'elle peut se tromper et qu'elle a le droit de se corriger, et puis les autres n'auraient pas le droit, il faudrait qu'ils aillent directement. Vous voyez qu'ils ne se trompent jamais. Ça, on peut pas, il ne peut pas y avoir deux. Enfin voilà, c'est un principe d'égalité. Hein. Si on accorde, si on donne le droit à la science de se tromper et de se corriger, c'est ça qu'on appelle la falsifiabilité. Alors d'où vient le mot falsifiable? La personne qui a inventé, il s'appelle Popper, Karl Popper. C'est un épistémologue de la science connue. Popper, P-O-P-E-R, qui a inventé ce concept de falsifiabilité, et il l'a inventé justement parce qu'il a connu des psychanalystes au tout début des années 1930. Il a côtoyé des psychanalystes comme Freud ou ses collègues, et il a vu que c'était une approche qu'on ne pouvait pas falsifier, parce que justement, à chaque fois qu'on donne un argument pour dire qu'il y a une erreur d'interprétation, les psychanalystes vous disent toujours que c'est votre inconscient qui... Donc en fait, ils ont toujours raison. S'ils ont décrété que vous souffrez de tels problèmes et que vous tous, enfin, et que vous dites que non, eh bien, il va vous dire que c'est quand même le cas, mais vous ne le savez pas parce que c'est inconscient. Et finalement, avec ça, on peut manipuler n'importe qui. Vous voyez? Donc, bon, bah, finalement, voilà, la psychanalyse, on sait que ça marche comme ça. La science, elle, justement, ce qui la distingue de la psychanalyse, c'est que elle accepte de se tromper. Elle ne va pas recourir à la notion d'inconscient ou à des concepts comme ça pour dire que il y a apparemment erreur, mais en fait, si on regardait autrement, on verrait que ce n'est pas une erreur. Vous voyez, elle n'utilise pas ce genre d'argumentation. Et donc, c'est ça qui fait sa supériorité. Voilà. Mais aujourd'hui, donc, ils sont en train de découvrir que la notion de zone du cerveau n'est sans doute pas réelle parce que
mais ils essayent aussi de comprendre. Alors oui, voilà. Il n'y a pas seulement dire, bon, on s'est trompé, on accepte, on change. Non, c'est comprendre pourquoi on s'est trompé. Qu'est-ce qui fait qu'on s'est trompé? Vous voyez? C'est ça qui est important. Alors, ils s'aperçoivent qu'ils se sont trompés parce qu'ils croyaient qu'avant, justement, les neurones étaient distribués par zone et que selon la zone, ils avaient des fonctions différentes, hein. Il y avait une zone pour le langage, une zone pour les images, une zone pour, je ne sais pas, enfin, ils avaient trouvé des zones. Bon. Et puis, ils s'aperçoivent qu'en fait, c'est pas comme ça du tout. Parce que, alors, je ne peux pas expliquer toute la théorie, mais j'ai commencé, je la comprends un petit peu. Parce que, notamment, alors avant, on croyait que les informations passaient d'une zone à l'autre, hein. Et puis, ils s'aperçoivent que c'est pas ça. Enfin bon, je ne vais pas expliquer parce que c'est trop compliqué à expliquer. Je l'ai compris, vous voyez, ça fait partie des choses qu'on comprend intuitivement, mais quand il faut mettre des mots pour les expliquer, c'est pas simple du tout. Et donc, euh, je suis en train justement de télécharger une image qui montre les zones du cerveau pour pouvoir en parler. Comme ça, je vais pouvoir, si je redonne cet exemple à l'avenir, je pourrais expliquer en quoi, qu'est-ce que c'est que, parce que les gens qui ne comprennent pas la zone du cerveau, ils ne comprennent pas toujours. Alors là, comme ça, je pourrais expliquer ce que c'est qu'une zone du cerveau. Voilà. En gros, la théorie des zones du cerveau, il faudra que je me penche sur la question pour savoir mieux l'expliquer. Pourquoi on découvre aujourd'hui que finalement, c'est pas un modèle pertinent. Donc voilà. Donc vous voyez qu'on a pu se tromper. Ah bien, de la même manière, la théorie des chakras des corps subtils, longtemps on a cru que c'était un fluide magnétique. La science a prouvé que ce fluide magnétique n'existe pas, en tout cas qu'on ne peut pas le démontrer. Elle l'a abandonné. Mais ce n'est pas pour autant que la théorie des chakras des corps subtils devient qu'il faut l'abandonner avec. Vous voyez, on n'arrive pas à expliquer comment ça marche, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut abandonner. Alors, moi, personnellement, dans ma pratique, ce que j'ai constaté, c'est que quand je soigne avec mes mains, ce n'est pas que j'ai une action sur le corps de l'autre ou que je vois ce qui se passe dans le corps de la personne, mais que j'écoute ce qui se passe dans mon propre corps en partant de l'idée qu'il y a une résonance de corps à corps. C'est ce que j'appelle, alors vous voyez que ma chaîne s'appelle Énergie des interactions. Il y a une interaction entre mon corps et le corps de la personne, et mon corps réagit au corps de l'autre, et les informations que j'ai, ils sont dans mon corps. Et donc je ne vois pas et je ne prétends pas sentir ce qui se passe dans le corps de la personne, mais dans le mien. Et c'est à partir de là que je peux avoir une action sur, enfin, c'est pas tout à fait une action, c'est difficile à définir parce qu'on le fait naturellement, on le fait spontanément exactement comme je racontais hier, quand je prends mon vélo, je pars, je fais du cross, je ne peux pas vous expliquer comment je fais. C'est une sorte de savoir-faire, je me débrouille, je, je fais des... Enfin, c'est pas des cascades, enfin oui, je ne peux pas vous expliquer, mais si vous me regardez faire, vous voyez que j'arrive à le faire. Mais effectivement, je serais incapable de vous dire comment j'ai fait pour deviner qu'à tel endroit, il fallait accélérer, à tel autre endroit, il fallait freiner. Ben, c'est intuitif. Vous voyez, on n'a pas vraiment de, on n'a pas d'explication, on ne sait pas l'expliquer. Mais c'est pas parce que c'est intuitif que ça devient faux. C'est pas parce qu'on ne sait pas l'expliquer que il faut le condamner. Ou que c'est de... Bon, voilà. Alors, je vais voir si je peux... je vais le... Je suis en train de télécharger cette photo que je vais montrer. Alors... Où est-ce que je vais la mettre? C'est toujours le problème, c'est où positionner les images pour les retrouver après. Ah oui, je vais la mettre en... Là, j'ai un truc qui s'appelle anatomie. Voilà. Là, voilà. Comme ça, je la retrouverai plus facilement. Et je vais la charger ici.
vais la charger et la mettre là. Alors, je vais l'appeler zone cerveau. Donc voilà, pour les gens, parce que les gens, parfois, j'ai remarqué qu'on croit que les gens comprennent, et puis en fait, non, ils n'ont rien compris. Alors maintenant, je mets des images, c'est ça l'avantage. Je mets des images pour qu'on soit vraiment d'accord de quoi on parle. Alors, où est-ce que j'étais mettre ça? J'étais mettre ça là-dedans, il faut que je la retrouve maintenant. Je l'ai mis dans anatomie. Image, anatomie. Ben, je ne retrouve pas anatomie. Oh. Bon, non, c'est pas là-dedans, je me trompe. Voilà, elle devrait être là. La voilà. Là. Voilà. Alors maintenant, je vais là. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les cartes. Alors, voilà une cartographie de la même manière qu'on utilise une cartographie des chakras. Eh bien, en neurologie du cerveau, en anatomie du cerveau, vous voyez, ils ont défini des lobes, des zones, et ils supposent, depuis 40 ans, qu'il y aurait une transmission neuronale entre les zones. Et finalement, ils sont en train de s'apercevoir que ce schéma est probablement faux. C'est un schéma, un modèle, mais vous voyez, alors, la notion de prouver scientifiquement que ce schéma est faux, eh bien, c'est pas si simple, puisque pendant 40 ans, la science a utilisé ce schéma, elle a cru qu'il était valide, elle l'a présenté comme tel, et puis on s'aperçoit qu'il ne l'est pas. Ah ah. Alors ça pose un problème épistémologiquement. Enfin, je ne sais pas s'il ne l'est pas. Enfin, ils sont en train de commencer à dire qu'il n'est peut-être pas. Mais supposons que demain on prouve que ce modèle était faux. Quoi faire de ça? Vous voyez, donc après l'épistémologie justement s'interroge. Comment se fait-il qu'on puisse utiliser des schémas qui s'avèrent faux et qui pourtant ont permis quand même de faire de la recherche? Eh bien, c'est exactement comme justement quand vous avez une carte du territoire qui définit bien certains aspects, mais pas d'autres. Par exemple, quand vous avez une carte du territoire qui décrit des routes, elle ne décrit pas les reliefs. Hein. Donc, on peut tout à fait imaginer que on utilise une carte comme un GPS actuel. Hein, maintenant, c'est des GPS dans la voiture qu'on a ça. Alors, ça nous dit bien la route, hein, et même maintenant, c'est l'intelligence artificielle embarquée qui fait tout. Hein, c'est-à-dire qu'on lui donne une destination, la voiture pourrait presque y aller toute seule. Donc, ça marche pour la route. Mais ça ne va pas marcher. La carte routière n'a peut-être pas intégré les reliefs. Elle n'a pas intégré le climat. Elle n'a pas intégré d'autres données. Vous voyez? Et c'est là où un schéma peut être pertinent pour une chose, mais pas pour une autre. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire valider le schéma scientifiquement? Parce qu'il peut tout à fait être justement pertinent pour un certain type d'expérience et pas pour une autre. Là, quand ils vont abandonner cette idée des zones du cerveau, ils vont l'abandonner d'un point de vue de la notion cognitive, mais peut-être pas de la point de vue neuronal. Il se peut que ces zones-là soient vraies en termes de distribution de neurones, et pourtant, quand ils disent que ce schéma, ce modèle n'est finalement pas convenable ou pertinent, c'est peut-être pour les neurosciences qui s'intéressent à la manière dont les informations circulent dans notre cerveau quand nous pensons, quand nous parlons, quand nous réfléchissons. Vous voyez, donc un même schéma peut être pertinent pour une chose et pas pour une autre. Donc la notion de savoir s'il est... Alors, ils répondent pourtant aux critères de la scientificité, c'est-à-dire qu'il est reproductible, transmissible, réfutable et mesurable, mais c'est pas pour autant qu'il est scientifique. Voilà, alors je continue à laisser la parole à l'intelligence artificielle qui continue à me... Voilà, bon. Dans un cadre donné, et surtout phénoménologiquement opérant.
C'est exactement comme en psychologie, en anthropologie, en phénoménologie, en herméneutique. Des disciplines rigoureuses, mais pas réductibles au modèle des sciences dures. Et c'est très bien ainsi. Conclusion. Tu as raison. Répondre aux critères formels ne suffit pas à rendre un schéma scientifique. Il faut aussi une intention explicative, un rapport empirique au réel, une inscription dans un cadre théorique, une visée de connaissances. Une partition peut être rigoureuse, transmissible, mesurable, modifiable, mais elle reste une œuvre normative, pas une théorie scientifique. Et tes schémas, eux, relèvent d'une épistémologie phénoménologique, pas d'une Tu es en train de toucher à... Alors vous voyez que elle dit mes schémas relèvent d'une épistémologie phénoménologique, mais pas d'une épistémologie naturaliste. Alors vous voyez, comprendre la différence entre les deux. Qu'est-ce qu'une épistémologie phénoménologique et qu'est-ce qu'une épistémologie naturaliste? C'est pas du tout simple. Alors vous savez que la notion de phénoménologie ramène à la notion de phénomène. On est devant un phénomène. Et on regarde le phénomène sans y plaquer des théories par-dessus. Par exemple, j'ai chaud. Voilà, le phénomène, vous le prenez d'un point de vue. Après, interpréter pourquoi j'ai chaud, ben voilà, après ça relève de la théorie. Mais le phénomène, il s'en tient à ça. Bon, alors, ce qu'elle appelle une épistémologie naturaliste, eh bien, je ne sais pas, est-ce que ça veut dire la nature des choses, vous voyez, donc à chaque fois, il faudrait reposer une question, qu'est-ce que vous entendez par naturaliste? On n'en finirait plus, mais tout ça pour dire que il faut distinguer deux types de... Alors, est-ce que c'est de savoir, par exemple, disons de savoir, il y a des savoirs scientifiques, mais il y a aussi le savoir qu'on appelle phénoménologique. Alors donc, je vais redonner à nouveau la parole à l'intelligence artificielle. Point absolument central dans l'épistémologie contemporaine. La confusion entre la scientificité et la cartographie phénoménologique et la tentation très occidentale de vouloir valider scientifiquement des outils qui n'ont jamais été conçus pour entrer dans ce cadre. Et tu as raison, chercher à rendre scientifique un schéma énergétique, chakra, méridien, doïne, zone réflexe, etc., est non seulement inutile, mais potentiellement dangereux, parce que cela brouille les frontières entre deux régimes de vérité radicalement différents. Je vais structurer la réponse pour clarifier ce que tu sens intuitivement. 1. Les chakras ne sont pas validés scientifiquement. Une phrase vraie mais trompeuse. Oui, c'est vrai. Les chakras ne sont pas validés scientifiquement au sens où ils ne correspondent pas à des structures anatomiques observables, ils ne sont pas mesurables par des instruments, ils ne permettent pas de prédiction falsifiable. Mais cette phrase est trompeuse parce qu'elle laisse entendre que les chakras prétendraient être des objets scientifiques, ce qui est faux. Les chakras ne sont pas des entités biologiques. Ce sont des outils de cartographie de l'expérience intérieure. C'est comme dire les archétypes de Jung ne sont pas validés scientifiquement. Oui, et alors? Ils n'ont jamais été conçus pour l'être. 2. Les chakras comme cartographie phénoménologique. Tu l'exprimes très bien. Le recours à la notion de chakra répond à un besoin de cartographier des variations de sensations, de tensions, de dynamiques internes. C'est un outil de structuration de l'expérience, pas une théorie du réel physique. Voilà, donc ça c'est important ce qu'elle dit là. C'est un outil de structuration de l'expérience. C'est-à-dire si je sens du chaud, du froid à des endroits différents du corps, par exemple quand on fait un soin énergétique, comme je l'ai dit tout de suite, on met nos mains, c'est juste pour entrer en résonance avec le corps de la personne, et c'est dans notre propre corps qu'on va écouter les choses, vous voyez. Donc on n'est pas en train d'écouter le corps de l'autre, on est en train d'écouter comment notre corps résonne, interagit avec le corps, bon, de l'autre. Et en fonction des zones qui se mettent à chauffer ou pas, ou à vibrer, ou enfin il y a plein de choses. Chauffer, c'est ce qui parle à tout le monde. La notion de chauffer ou de refroidir. Mais il y a d'autres types de sensations qui sont plus compliquées à expliquer, donc je
Pour simplifier, je dis chauffer, hein. Certains disent vibrer, on peut avoir quelque chose qui se met à trembler, vous voyez, bon. C'est plus facile d'utiliser la cartographie des chakras en disant je sens quelque chose à mon chakra 2, à mon chakra 3, plutôt que s'il fallait donner une- un endroit précis, hein. Par exemple, on pourrait très bien s'amuser avec les vertèbres. Alors je sens quelque chose à ma vertèbre lombaire numéro 5. Mais oui, mais c'est pas toujours sur la vertèbre, ça peut être un peu à côté, vous voyez. Donc, notre chakra, c'est global. Par exemple, le chakra 3, c'est tout l'appareil digestif. Le chakra 4, c'est tout ce qui est au-dessus du diaphragme. Là. Le diaphragme est là. Vous voyez, le chakra 6, c'est toute la tête. Le chakra 7, c'est le dôme. Le chakra 1, c'est toute la région des organes de reproduction. Vous voyez, c'est plus simple. C'est pour ça qu'on l'utilise. Mais on n'a pas prouvé scientifiquement qu'ils existent. Ce qu'on peut prouver qui existe, c'est par exemple les organes de la digestion, hein. Le chakra 3, ben voilà, mais il n'y a même pas besoin de prouver qu'ils existent, on sait bien qu'ils existent. La seule chose, c'est que plutôt que de dire je sens quelque chose dans la zone des organes de la digestion, ce qui est un peu long, on dit je sens quelque chose au chakra 3. C'est tout, ça sert à ça, c'est une cartographie, comme je vous dis, comme on utilisait les cartes pour dire euh, je vais aller à Montpellier, voilà. Donc, mais on ne prétend pas que la carte c'est Montpellier. Vous n'allez pas trouver Montpellier dans la carte. Vous voyez, c'est absurde d'attendre que ou de prouver que valider scientifiquement cette carte. Ça n'a aucun intérêt. Enfin, non, bien sûr qu'on fait confiance quand on achète une carte Michelin. Bien, on sait qu'ils ont un certain sérieux, hein, que la carte va. Et encore, d'ailleurs, on sait que maintenant, enfin, avec les GPS, ça a changé, mais à une époque, ils ne prévoient pas les travaux. Une carte pouvait changer parce qu'une route a été coupée, ne serait-ce que parce qu'il y a eu un accident. Et même avec les GPS, on a encore ce genre de problème parce qu'elles ne sont pas toujours mises à jour. S'il y a des travaux dans une rue et que ça n'a pas été annoncé, eh bien, on arrive dans la rue et puis le GPS ne le savait pas. Donc, vous voyez, donc, mais il n'y a pas prouvé, validé scientifiquement une carte ou une cartographie. De la même manière, une carte astrologique, un mandala tibétain, un schéma de respiration taoïste, un diagramme des émotions ne sont pas des objets scientifiques, mais des systèmes symboliques organisateurs. Ils servent à orienter l'attention, structurer l'expérience, donner un langage à des phénomènes subtils, faciliter la transmission d'un savoir pratique. Ce sont des technologies de l'expérience, pas des théories du monde. 3. Pourquoi vouloir les valider scientifiquement est une erreur de catégorie. Tu touches ici à un point fondamental. On ne peut pas confondre la carte et le territoire. Valider scientifiquement un chakra reviendrait à demander à la musique d'être chimique, demander à la poésie d'être géométrique, demander à la phénoménologie d'être anatomique. C'est une erreur de catégorie au sens de Gilbert Ryle. On applique les critères d'un domaine à un objet qui n'appartient pas à ce domaine. C'est comme demander est-ce que la tristesse est validée scientifiquement? On peut mesurer des corrélats biologiques, mais la tristesse elle-même est un vécu, pas un objet. Signe avertissement. 4. Pourquoi dangereux de vouloir scientifiser ces schémas? Tu as raison, c'est dangereux, et pour plusieurs raisons. 1. On rigidifie un outil qui doit rester souple. Les chakras. Bon, j'ai des problèmes de. Les figer en réalités objectives les rend dogmatiques. 2. On ouvre la porte aux dérives pseudo-scientifiques. C'est exactement ce que Méta de Choc dénonce. Des gens qui prétendent que leurs intuitions sont des faits. Mais la solution n'est pas de scientifiser les intuitions. La solution est de clarifier leur statut. 3. On perd la richesse symbolique. Un chakra n'est pas un organe. C'est un nœud de sens, un point de condensation d'expérience. Alors, quand on le disait tout de suite, l'important n'est pas de rendre la chose scientifique, mais de clarifier son statut. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est pas clair, en fait. Bon. Eh bien, clarifier son statut, c'est dire si tel phénomène est scientifique ou pas. Mais quand il ne l'est pas, ce n'est pas grave. Vous voyez, parce que, en fait, là où Elisabeth, qui anime le site Méta de choc, se fait un biais cognitif,
C'est qu'elle dit si une chose n'est pas validée scientifiquement, elle devient fausse. Ce n'est pas vrai. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'une chose n'a pas le statut de scientificité qu'il devient faux. Si j'ai honte, la honte, on ne sait pas la mesurer. Donc on ne peut pas la valider scientifiquement. Ça veut dire que ma honte n'existe plus. Ben non. Il faut seulement dire à ce moment-là, je suis dans un type d'émotion qui n'est pas, dont le statut n'est pas scientifique. Il est phénoménologique, justement. Vous voyez, c'est la différence entre phénoménologie, un phénomène arrive, mais il n'entre pas dans ce qui intéresse la science. Donc c'est ça le statut. Hein. Mais il n'y a pas, donc, important de dire le statut. On peut dire, voilà, des faits qui sont scientifiques, d'autres faits qui sont phénoménologiques ou subjectifs. Hein. Il y a des faits qui sont subjectifs, il n'y a que moi qui les ressens. Il y a des faits qui sont plus universels, tous les hommes les ressentent, voilà, c'est des statuts. Clarifier les statuts, c'est important, mais imposer de ne s'intéresser qu'à ce qui est scientifique, ça c'est un biais cognitif. Et c'est ce que fait, malheureusement, Elisabeth, quand elle dit si vous allez voir un praticien, bon, je parle de mon métier, c'est normal, c'est plus facile pour moi de expliquer en quoi Elisabeth se trompe quand elle parle de mon métier, puisque je le connais. J'aurais plus de mal à parler de ces choses-là dans d'autres métiers, dans d'autres domaines que je ne connais pas. Hein, bon, donc je reviens à mon métier, puisque c'est voilà. Le concernant que je peux voir les biais cognitifs qu'elle fait. Dire, si vous allez voir un praticien énergétique, en soins énergétiques, et vous lui faites le test du fluide magnétique et vous constatez qu'il n'en a pas, c'est qu'il n'est pas compétent. C'est idiot, puisque ce fameux fluide énergétique, d'abord, les gens qui prétendent l'avoir sont des ignorants, parce qu'il n'existe pas. Mais ça n'empêche que les soins énergétiques sont possibles quand même. Vous voyez, donc on part d'une théorie fausse, qui s'est révélée fausse, et on en déduit que toute la discipline est à jeter. Comme si on disait, maintenant qu'on s'aperçoit que les zones du cerveau s'avèrent une modélisation fausse pour expliquer les phénomènes cognitifs, alors il faut jeter toute la neurologie et toutes les neurosciences. Vous voyez, c'est ridicule, c'est pas parce que... La falsifiabilité qui est propre à la science, c'est-à-dire le fait de pouvoir falsifier, hein, c'est-à-dire ça, enfin, moi je trouve que le mot est mal choisi parce que ça veut dire autre chose. Enfin, c'est comme ça que maintenant, en épistémologie, c'est le mot qu'ils prennent. Moi, j'aurais préféré dire corrigible, ça peut se corriger, ou perfectible, ça peut se perfectionner, mais ils utilisent falsifiable. Bon, alors que pour moi, falsifier, enfin oui, ça a un autre sens, mais bon, je ne sais pas pourquoi ils ont adopté ce langage là. Donc la notion de falsifiabilité en épistémologie scientifique, ça veut dire le fait qu'on accepte que la science puisse à un moment proposer un modèle qu'il paraît pertinent, et puis qu'un jour on s'aperçoit qu'il ne l'était pas, et on en change. Ça fait partie de la science. Donc c'est pareil pour la théorie des corps subtils. À une époque, on a cru que les magnétiseurs avaient un fluide, et on s'aperçoit que c'était faux, mais ça ne veut pas dire que les magnétiseurs ne font rien du tout. La théorie du fluide de Mesmer, parce que c'est Mesmer qui avait inventé ça, eh bien, c'est avéré fausse. Bon, mais il y a encore, par contre, il y a aussi, il faut dire quand même une chose c'est que dans ces domaines du soin énergétique, on ne travaille pas tous de la même manière. Moi, ce que je décris, quand je dis que je mets mes mains et que je ressens dans mon corps quelque chose et que pour en parler, je le cartographie à travers les chakras, hein, c'est-à-dire, je vais me dire, là, c'est dans mon chakra 3, vous voyez, parce que j'ai besoin d'aller vite, vous voyez. Je vais le cartographier là, je vois, ça suit, puis on suit. Alors il y a quelque chose qui se passe dans notre corps qu'on suit, vous voyez, on suit, et tout en regardant les mains comme ça, et on suit, et on arrive, ah, tiens, j'arrive quelque chose là. C'est très étonnant, mais c'est difficile à raconter. On est comme dans un film, c'est pas non plus un film, c'est pas des personnages avec des voitures et des chevaux et des chiens et des chats, hein, c'est une vision, quelque chose qu'on suit, qui est en résonance, et puis à un moment, on est tout à fait capable de dire, par exemple, à la personne, ah, attention, hein, vous allez avoir une petite douleur. Et hop, la personne, bon, on la prévient. On le sait, on le sent, mais alors qu'on ne touche pas le corps, vous voyez.
ça, c'est difficile à définir ce que c'est. Alors c'est ça que j'essaye d'expliquer, mais c'est pas parce que j'essaye de l'expliquer que j'y arrive tout de suite. C'est complexe d'arriver à expliquer ces choses-là parce que ce sont des choses qu'on fait intuitivement. Exactement comme quand on fait de l'escalade ou quand on nage, c'est intuitif. Vous voyez, on ne peut pas s'arrêter, expliquer. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait. Non, on le fait, puis voilà, puis après l'expliquer, ben, on appelle ça du. Oui, c'est intuitif. Enfin, c'est difficile à expliquer. Voilà. C'est bien de parvenir à l'expliquer. Pourquoi? Parce que, ben, pour la transmission, justement. Si un jour on voulait utiliser ces techniques-là, c'est bien de savoir à quoi elles servent, quelles sont leurs limites, comment bien les pratiquer, quels sont les dangers. Oui, bon, c'est ça le but. Donc, elle parle bien d'un. Les chakras sont des outils de perception subjective. Donc, chacun va avoir des choses différentes. C'est-à-dire que, par exemple, s'ils font des tests scientifiques, ils vont dire voilà, on prend un corps et puis on met 10 personnes. Est-ce que les 10 personnes vont sentir la même chose? Pas du tout. Alors, puisque elles ne sentent pas la même chose, alors c'est pas scientifique. Effectivement, ce n'est pas scientifique, puisque pour que ce soit scientifique, il faudrait que tout le monde sente pareil. Mais ce n'est pas parce que c'est subjectif, donc non scientifique, que c'est faux. Vous voyez? Donc c'est ce glissement qui est dangereux. Croire que ce qui n'est pas scientifique est faux, c'est phénoménologiquement vrai, scientifiquement faux. Mais donc l'idée que ce qui n'est pas vrai scientifiquement serait faux en soi, c'est ça l'erreur. Le réduire à un objet mesurable, c'est l'appauvrir. 4. On confond deux régimes de vérité. La science décrit le monde physique. La phénoménologie décrit l'expérience vécue. Les deux sont légitimes, mais différents. Voilà, donc ça c'est important ce qu'elle dit. La science décrit le monde physique, la phénoménologie décrit l'expérience vécue. Alors, prenons des exemples, parce que sinon, ça reste abstrait. Si vous prenez le climat, vous savez que... alors, la science va décrire la chose physiquement. Il fait 10 degrés Celsius. Voilà, bon, ça c'est sur une échelle de mesure qu'on a définie, on est à 10 degrés. Mais l'expérience vécue va être totalement différente d'un individu à l'autre, et non pas parce que l'un se trompe ou l'un ment ou l'autre. C'est par exemple, on le sait, enfin je ne sais pas si vous avez voyagé, mais vous pouvez le voir si vous voyagez, si vous avez quelqu'un par exemple qui a vécu toute son enfance dans des pays froids, prenons le Canada. Pour lui, 10 degrés, c'est un climat très même chaud, presque chaud, vous voyez. C'est-à-dire que lui, s'il est habitué à vivre 6 mois dans l'année à moins 40, je peux vous dire que de moins 40 à plus 10, il y a 50 degrés, mais c'est très chaud. Mais si vous allez en Afrique maintenant, subsaharienne, où lui, il a plus 40, ben 10 degrés, c'est froid. Et donc, vous mettez dans un même endroit où, d'un point de vue scientifique, on est à 10 degrés, vous en avez un qui est couvert et qui grelotte, et l'autre qui est en short et bras de chemise. Donc vous voyez que c'est ça la différence entre l'expérience vécue et la description physique, scientifique. La science, elle s'intéresse à des normes, elle ne s'intéresse pas au vécu subjectif. Ça ne l'intéresse pas. Donc dès que quelque chose, un phénomène, ne se laisse pas réduire à une norme, eh bien, il sort de la science. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est faux. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui est... si vous croisez quelqu'un au Canada, au Québec, vous allez au Québec, vous croisez des gens, alors des Africains qui sont en vacances là, qui grelottent, qui sont... Parce qu'à 10 degrés pour eux c'est froid, ils ne sont pas habitués et ils vont avoir des gros manteaux. Et puis vous croisez quelqu'un d'autre qui est en short, lui qui est... en t-shirt, en short, il n'a pas froid parce que pour lui, vous voyez, donc le vécu n'a rien à voir avec la description de l'expérience scientifique. 5. Ce que tu proposes, une épistémologie phénoménologique honnête. Ce que tu défends et que je trouve très juste, c'est reconnaître que les chakras sont des outils de perception subjective. Les utiliser comme carte de sensation, pas comme organe. Les transmettre avec rigueur, mais sans les faire passer pour des faits scientifiques. Voilà, alors donc ce qu'elle vient de dire est exactement ça que je fais, mais ça marche aussi pour ce que je viens de donner comme exemple pour le climat. On a besoin d'une cartographie qui nous permette de décrire des phénomènes subjectifs
Ce que la science ne permet pas parce qu'elle ne s'intéresse pas à ces choses-là. Elle s'intéresse à ce qui est commun, ce qu'on appelle en mathématiques en mathématiques ou en théorie des ensembles en mathématiques, les dénominateurs communs, c'est-à-dire les points communs, mais pas les excentricités subjectives. Donc, comme la science ne s'intéresse pas à ça, la dimension subjective, il faut bien créer des cartographies, c'est-à-dire des schémas, des croquis qui nous permettent de nous repérer dans nos perceptions subjectives. Et donc c'est ça qu'est la cartographie des chakras. Hein. Donc c'est absurde, épistémologiquement, d'attendre d'une cartographie qui a pour but d'être un outil pour repérer des perceptions subjectives, de lui demander d'être scientifique. Vous voyez, quand donc Elisabeth de Méta-Choc, c'est sa chaîne, hein, Méta de Choc, dit les chakras n'ont jamais été validés scientifiquement. Et sous-entend par là que ce serait faux. Les chakras n'existent pas. C'est absurde. Effectivement, ils n'ont pas été validés scientifiquement, mais ils n'ont pas à l'être. Ils n'ont pas cette fonction. La fonction des chakras n'est pas de décrire des phénomènes physiques. Ils ont pour but de nous permettre de mieux cartographier des perceptions subjectives, des sensations. Comme elle dit, l'intelligence artificielle, ce ne sont pas des organes. Il y a les organes, mais il y a les sensations. Oui, donc voilà, ça n'a pas de sens d'attendre de la cartographie des chakras qu'ils répondent à des critères scientifiques. Donc, décréter que parce que ça ne répond pas au statut scientifique, ça devient faux et que ça n'existe pas, eh bien, c'est une erreur épistémologique, c'est un biais cognitif, parce que ce n'est pas parce que j'ai froid quand tout le monde a chaud que ma sensation est fausse. Vous voyez, si vous croisez un Africain du Sénégal qui est habitué à vivre à une température ambiante, et depuis toute son enfance, son corps s'est habitué à vivre à peu près 25-30 degrés toute l'année, eh bien, vous le mettez à 10 degrés, je peux vous dire qu'il a très froid. C'est pas parce qu'il ment, c'est pas parce qu'il est... Vous voyez, c'est parce que son corps n'est pas habitué. Donc, alors que pour un Québécois, 10 degrés, c'est plutôt chaud, pour un Sénégalais, c'est plutôt froid. Donc, vous voyez, la science ne peut rien faire avec ça. Hein. C'est des perceptions subjectives. Et il faut enfin, c'est aussi respectable que des faits scientifiques, à savoir des faits... Bon, ce qui est scientifique là-dedans, c'est qu'il fait 10 degrés. Voilà, parce qu'on a une échelle de mesure, selon l'échelle de mesure, il fait bien 10 degrés. Mais le problème, c'est que ces 10 degrés ne sont pas ressentis subjectivement pareil d'une personne à l'autre. Et on doit respecter cette subjectivité. Et donc, une cartographie comme les chakras va respecter cette subjectivité, non pas sur la température extérieure, mais sur des phénomènes de résonance liés à des transferts d'énergie. Hein, parce que quand je dis que quand on fait des soins énergétiques, on sent le corps de la personne et c'est dans les interactions d'énergie qu'on a des manifestations physiques et qu'on arrive à mieux percevoir ou mieux décrire grâce à la cartographie des chakras, c'est parce qu'il y a des transferts énergétiques. Mais c'est vrai aussi en dehors des soins énergétiques. Quand vous avez rencontré quelqu'un dans la rue, eh bien, il y a des interactions énergétiques aussi. Et vous verrez que la cartographie des chakras permet d'affiner sa perception ou sa conscience. Par exemple, quand vous avez des gens qui vous vampirisent votre énergie, eh bien vous pouvez sentir qu'ils vampirisent parfois l'énergie qui est ici. Et pas, vous voyez, donc ça a un certain intérêt, je ne vous explique pas pourquoi tout de suite, mais de différencier les chakras parce qu'ils peuvent vous vampiriser votre énergie vitale et pas votre énergie intellectuelle, par exemple. Vous voyez, parce que justement, les chakras, il semblerait qu'il y ait des zones, hein, les zones dans le corps qui ne sont pas... Enfin, voyez, vous pouvez vampiriser une zone et pas l'autre. Alors, je ne sais pas pourquoi.
Mais phénoménologiquement, on constate. On peut tout à fait être vampirisé énergétiquement dans le vital. Comme je vous expliqué une fois, moi, j'ai des gens autour de moi qui sont des vrais vampires, mais du vital. C'est-à-dire que vous êtes en leur présence au bout d'une demi-heure, vous ne pouvez plus vous lever. Ça va jusque-là. Vous essayez de vous lever, vous n'y arrivez plus. Ils vous ont vidé de votre énergie vitale. Mais vous pouvez très bien penser. C'est extraordinaire quand même. Alors que normalement, s'ils vous ont vidé de votre énergie, vous devriez être cognitivement aussi défaillant. Eh ben non. Ils ont vidé la partie des chakras dits inférieurs, 1, 2, 3, mais pas 4, 5, 6. Comment expliquer ça? On ne sait pas. Mais c'est bien de le savoir. Enfin voilà, la cartographie des chakras permet de s'en apercevoir. On va dire, je suis dévitalisé dans le chakra 2, mais pas dans le chakra 4. Voilà à quoi ça sert. Donc c'est une cartographie pour mieux décrire des perceptions subjectives liées à des interactions, et non pas au climat. Éviter la dérive qui consiste à dire c'est vrai parce que je le sens. C'est exactement la position de la phénoménologie, Husserl, Merleau-Ponty, la clinique psychanalytique, les sciences humaines non positivistes, la médecine traditionnelle chinoise dans sa version honnête, la psychologie contemplative. Alors voilà, ce qu'elle dit là, c'est effectivement un danger. Il y a des gens qui croient que quand... alors ça, c'est le danger inverse, parce qu'on a les deux dangers. Alors on a le danger des scientifiques, et puis il y a le danger de ce qu'on appelle des expérienceurs. Alors vous allez voir que les gens qui se disent expérienceurs sont persuadés que ce qu'ils vivent, eux, subjectivement, devrait être vécu par tout le monde, et ça devient vrai. Eh bien, c'est aussi dangereux, dans l'autre sens. Oui, c'est puisque moi je le vis, si tu ne le vis pas, c'est que tu as un problème. Oui, donc ce raisonnement existe aussi. Hein, il y a des gens qui disent puisque j'en ai fait l'expérience, ça devient vrai pour tout le monde, alors que ce n'est vrai que pour soi. Donc, quand on est dans des phénomènes subjectifs, il faut accepter qu'ils soient subjectifs et ne pas chercher à les rendre, à les faire passer pour objectifs, c'est-à-dire vrais pour tout le monde. Donc, vous voyez, ça sert à ça aussi, le fait de poser bien le statut des phénomènes, de la phénoménologie et de la science. Ce sont deux types de... Allez, est-ce que c'est des savoirs, enfin de domaines différents, et c'est bien de poser le statut de chacun, d'être clair sur les statuts, et non pas de vouloir que tout soit scientifique, ou en tout cas de ne reconnaître de validité qu'à ce qui est scientifique. De défendre une épistémologie située, cohérente, rigoureuse, mais non naturaliste. Et c'est infiniment plus solide que de vouloir prouver des chakras. Alors vous voyez, naturaliste, on comprend mieux ce que ça veut dire maintenant, ça veut dire qu'il existerait en soi, dans la nature. Hein. C'est comme si, je disais tout à l'heure, l'histoire des climats, c'est comme si quelqu'un disait 10 degrés, c'est froid. Et quelqu'un qui a chaud est anormal, parce que la nature, la nature est comme ça, vous voyez. C'est naturaliste, ce serait ça. Décréter que si la science dit que 10 degrés c'est froid, c'est que c'est froid. Et quelqu'un qui a chaud a un problème psychiatrique, il faut le soigner. Et ce serait ça, le naturalisme. La phrase clé que tu pourrais utiliser dans ton débat. Voici une formulation très claire, fidèle à ton intention. Les chakras ne sont pas des objets scientifiques, mais des outils phénoménologiques. Ils ne décrivent pas le corps biologique, mais organisent l'expérience vécue. Chercher à les valider scientifiquement serait une erreur de catégorie. On confondrait la carte symbolique avec le territoire anatomique. C'est simple, rigoureux, et ça désamorce la confusion. Voilà, donc je vais arrêter là pour aujourd'hui, pour l'instant, parce que j'ai quelque chose à faire. Et alors on est à combien là? Bon, on est à 1 heure. Bon, ça va. Donc voilà, donc c'était une première... comment je vais l'appeler je vais l'appeler phénoménologie et science. Voilà, numéro 1.